Bienvenue à la grande édition de l'information sur la Voix Sainte Télévision. À présent, les principaux titres de cette édition. S'acquitter de ses dîmes et de ses offrandes, est-ce indispensable pour le chrétien? Bishop Israël Eli s'est prononcé sur la question. Après une tournée européenne qu'il a qualifiée de fructueuse, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Tourisme, la Côte d'Ivoire présente au marché touristique asiatique. Et puis en sport, fête des pères, le CEO rend hommage à un courageux athlète, Derek Raymond. Enfin au Mali, au moins 2 morts dans une attaque contre un complexe touristique de Bamako. Bonjour à tous et à toutes. S'acquitter de ses dîmes et de ses offrandes, est-ce indispensable pour le chrétien? Cette question, beaucoup de fidèles se la posent immanquablement. C'est pour être situé justement sur cette préoccupation majeure que dimanche 11 juin 2017, nous nous sommes rendus cette fois à l'église Pentecôte du Salut située dans la commune d'Abobo, c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire, pour rencontrer le bishop Israël Eli, leader de cette communauté, qui a bien voulu se prononcer sur la question. Suivons le reportage. Il faut dire que la Pentecôte est l'une des fêtes chrétiennes qui, depuis longtemps que les Juifs fêtaient, 50 jours après la fête des moissons, ils devaient apporter un genre de pain sans levain. On a parlé de la dîme depuis au temps de notre Père, le père de la foi, qui est Abraham, qui a donné sa dîme à Melchisédek, et Melchisédek l'a béni en lui donnant du pain et le vin. Donc la dîme est d'actualité. C'est la 10e partie de nos revenus. Soit dans l'ancien temps, c'était les champs, les animaux, etc. Avec le temps, les choses ont changé. C'est ce que nous avons comme argent. C'est la 10e partie que nous donnons. Et aujourd'hui, dans l'église de Christ, il y a certains qui s'amusent à ne pas donner la dîme. C'est une malédiction. L'œuvre de Dieu, sans argent, nous ne pouvons pas aller loin. Tu peux avoir toute l'onction que tu veux, mais si l'église est pauvre, ton onction ne peut pas travailler comme il se doit. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans l'après-midi du dimanche 18 juin 2017 après un séjour en Europe qu'il a conduit successivement à Paris, à Strasbourg et à Berlin. Suivons le commentaire de Philomène Padré. Avant de faire le compte-rendu de son séjour, le chef de l'État a évoqué l'actualité nationale marquée par les pluies diluviennes qui ont causé de nombreux dégâts matériels et fait des victimes. Je viens de rentrer de Paris après une tournée européenne qui m'a amené d'abord à Paris pour rencontrer le président Macron et ensuite à Berlin pour participer à la réunion préparatoire du G20 pour l'Afrique et enfin donc au Parlement européen à Strasbourg. Avant de faire un compte rendu de cette tournée européenne, je voudrais tout d'abord dire à quel point nous sommes tous affectés par les inondations que le pays a connues, principalement Abidjan et d'autres régions. Et je déplore les victimes, environ une douzaine, et tous les dégâts matériels que nous avons subis. Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances aux familles des victimes et aussi présenter mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et à tous leurs proches. D'ailleurs, ces inondations sont la manifestation du problème climatique, des dérèglements climatiques que nous subissons à travers le monde et notamment en Afrique. En marge de cette conférence, le président Alassane Ouattara a indiqué avoir rencontré le président directeur général du groupe Siemens, M. Joe Kaiser, qui a décidé d'installer une filiale de son groupe en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a eu également un entretien avec le président de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence Frank-Walter Steinmeier, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Il a également échangé avec ses homologues rwandais et guinéens sur le prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu début juillet à Addis Abeba et le sommet Afrique-Union européenne qui se tiendra fin novembre à Abidjan. Le président de la République a en outre échangé avec la directrice générale du Fonds monétaire international et le président de la Banque mondiale sur les questions financières.
À cet égard, les deux gérants de ces institutions de Bretton Woods ont félicité la Côte d'Ivoire pour le succès de l'émission d'obligations Eurobond 2017. La dernière activité du président de la République en Europe a été sa visite officielle au Parlement européen à Strasbourg, au cours de laquelle il a évoqué les défis concernant la paix et la sécurité, le réchauffement climatique, la question migratoire et l'emploi des jeunes ainsi que l'expansion démographique. Il a insisté sur la nécessité de s'approprier l'accord de Paris sur le climat afin de lutter contre les déréglementations climatiques et a émis le vœu de voir les Africains se prendre en charge et l'Europe se mobiliser pour des investissements massifs en Afrique à même d'offrir des emplois et des perspectives aux jeunes Africains. Bonne nouvelle pour le monde agricole ivoirien et pour cause, la Côte d'Ivoire est à nouveau en tête du classement des producteurs de bananes, un rang qui honore notre pays et récompense les efforts des producteurs ivoiriens. Mélissa Amonkou. Avec 278 450 tonnes de bananes produites en 2015, le Cameroun était le premier producteur dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, détrônant ainsi la Côte d'Ivoire. Mais en 2016, la Côte d'Ivoire redevient le premier producteur de bananes devant le Cameroun. La récolte nationale retrouve ses niveaux d'avant la crise de 2014 et ses inondations destructrices. En 2014, des pluies diluviennes avaient fait des dizaines de morts dans le pays et détruit un quart de la bananeraie ivoirienne. Le secteur a pu se redresser en se modernisant et ce, grâce à une aide massive conjointe de l'État ivoirien et de l'Union européenne. 346 000 tonnes ont été produites en 2016, dont la grande majorité exportée, principalement vers l'Union européenne. Un grand pas qui redonne le sourire au secteur, même si les défis sont encore immenses, en particulier face à une concurrence féroce de l'Amérique latine. La Côte d'Ivoire était présente au Begin International Tourism Exhibition, une plateforme d'affaires autour du marché touristique asiatique en général et chinois en particulier. C'était du 14 au 18 juin 2017 à Begin en Chine. Prestige Konaté nous en parle. La Côte d'Ivoire était présente au Beijing International Tourist Exhibition BITE, une plateforme d'affaires autour du marché touristique asiatique en général et chinois en particulier. C'était du 14 au 10 juin 2017 à Beijing en Chine. Vendredi 16 juin 2017, le top départ de la 14e édition Beijing International Tourist Exhibition BITE qui a pris fin le dimanche 10 juin 2017 a été donné à Beijing en présence de la maire adjointe de Pékin. C'est un salon qui enregistre la participation de pays provenant d'Asie, d'Europe et d'Afrique. La cible chinoise représente un fort potentiel économique dans le monde du tourisme en raison de sa démographie particulière, la fréquence du voyage et de son pouvoir d'achat durant le séjour touristique, qui reste incontestablement l'un des plus élevés au monde. La Côte d'Ivoire, pour sa 4e participation successive, entend améliorer son positionnement auprès du marché touristique chinois en dynamisant sa stratégie de promotion. À cet effet, la Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme a signé un partenariat visant à promouvoir la destination Côte d'Ivoire avec BTG International Travel et Tour qui régit 83 agences et un réseau de 104 influents dans le périphérique de Beijing qui couvre près de 2 millions de personnes. Cette convention permettra d'élargir le champ d'action promotionnel de la destination Côte d'Ivoire sur le marché chinois à travers une propagande active de l'offre touristique vers la population asiatique en général et chinoise en particulier. Les opérateurs du secteur touristique accompagnant l'Office du tourisme ivoirien ont parallèlement eu des rencontres avec des tours opérateurs chinois en vue de conclure les accords d'affaires à court, moyen et long terme. En sport, nous le savons tous, décédé le lundi 5 juin 2017, Tioté Cheikh Ismaël, l'ex-international ivoirien, a été conduit à sa dernière demeure ce dimanche 18 juin 2017 au cimetière municipal de Williamsville à Abidjan en présence de plusieurs personnalités. Commentaire Ange Série. Mort brutalement le lundi 5 juin en Chine, l'international ivoirien Cheikh Tioté a été inhumé le dimanche 18 juin au cimetière de Williamsville à Abidjan en présence d'une foule nombreuse. Âgé de 30 ans, l'Ivoirien a été victime d'un arrêt cardiaque le 5 juin lors d'une séance d'entraînement avec son club Beijing Entreprise. Des honneurs militaires lui ont été rendus lors de la levée de son corps à Ivosep à Trécheville à Abidjan en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de plusieurs membres du gouvernement, des membres de la Fédération ivoirienne de football, de joueurs et d'autres acteurs du sport. La Côte d'Ivoire perd un de ses dignes fils qui a servi avec tant de courage. Lors de cette inhumation, plusieurs personnalités
personnalités lui ont rendu hommage. C'est le cas du ministre des Sports, François Amichia, qui a déclaré ces thèmes. Tu avais de la rage au vaincre, tu étais un joueur qui donnait tout sur le terrain. Outre le ministre, des messages de la FIFA et de la CAF ont été lus au public par la FIFA qui a aussi indiqué que plusieurs fédérations de football, notamment de la Chine, du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Portugal, avaient témoigné de leur compassion. Le cercueil recouvert du drapeau national a fait une halte à la mosquée de la Riviera Golf, quartier UP d'Abidjan, pour une séance de prière. Ensuite, il a été mis dans le corbillard pour le dernier adieu, en direction du cimetière de Williamsville, où le service d'ordre a eu du mal à contenir une foule nombreuse et très agitée. C'est une grosse perte pour le football ivoirien et africain. Nous perdons un être cher parce que sur le terrain, c'était un guerrier. Au nom des footballeurs présents, je souhaite les condoléances à la famille, à ses proches. Merci Tioté, merci s'être exprimé avec émotion l'ancien gardien international Boubacar Barikopa, vainqueur de la CAN 2015 avec Tioté au nom de l'association des footballeurs ivoiriens. Rappelons que Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 et finaliste en 2012, avait été transféré en Chine en février après avoir porté pendant 7 ans le maillot de Newcastle United. Membre de l'équipe nationale ivoirienne durant les mondiaux 2010 et 2014, international à 52 reprises, il avait commencé sa carrière européenne à Anderlecht avant d'être transféré à Twente en 2008. Pour la fête des pères, le comité international olympique a rendu hommage à Derek Raymond et à son père Jim. Leur histoire remonte aux Jeux olympiques de 1992 où le père et le fils, unis et plus forts que la souffrance, achevaient ensemble une course inoubliable. France Conan pour le commentaire. Le 3 août 1992, on est en Espagne au stade olympique Luis Companys, aussi connu sous le nom du stade de Montjuïc. C'est là que se déroulent les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de Barcelone. Le Britannique est au couloir numéro 5, le coup de feu est donné et les sprinteurs s'élancent. Derek Raymond, avec sa grande foulée, est bien parti. Mais dans la première ligne droite, après 175 mètres, il stoppe son effort, grimace, se tient la cuisse droite et s'arrête finalement un genou à terre. Le visage enfoui dans une main, il ne regarde pas ses concurrents terminer la demi sans lui. La cause, une déchirure du tendon du jarret droit. À presque 27 ans, Derek Raymond voit s'envoler son dernier rêve de titre olympique. Des officiels et des médecins se précipitent pour l'aider. Le Britannique s'affaisse, grimaçant toujours. La douleur est vive, mais il reste lucide. Et d'un coup, il se relève et reprend sa course sur une jambe et demi. Le public se lève et applaudit le champion claudiquant sur la piste. Dans le dernier virage, un homme surgit en courant derrière Derek Raymond, c'est Jim son père. Il est descendu des tribunes et a enjambé les barrières. Un officiel tente de l'arrêter. Ce dernier met quelques instants à réaliser ce qui se passe. Effondré, Derek Raymond passe un bras autour du cou de son père et poursuit sa course. Plusieurs officiels tentent encore d'arrêter père et fils. Jim les renvoie tous. Ensemble, ils vont jusqu'au bout et franchissent la ligne d'arrivée. Portés par les applaudissements des 65 000 spectateurs présents, blessé physiquement, touché moralement, le Britannique pleure à chaudes larmes. En ce jour de fête des pères, l'ancien sprinter, aujourd'hui âgé de 51 ans, a eu une pensée pour celui qui le soutient jusqu'au bout de sa carrière. Bonne fête des pères au plus grand homme de cette planète, a-t-il dit. Hors de chez nous à présent, au Mali, au moins 2 personnes, dont une Gabonaise, ont été tuées dans une attaque dimanche du 10 juin 2017 dans un lieu de villégiature situé dans la périphérique de Bamako. À l'issue de l'assaut, 36 otages ont été libérés. Martial Kouassi nous en parle. Un lieu de villégiature près de Bamako, la capitale malienne, a été attaqué dimanche 18 juin par des djihadistes présumés, selon un responsable du ministère malien de la Sécurité. Au moins 2 personnes ont été tuées, dont l'une est de nationalité franco-gabonaise. Plusieurs blessés ont été également annoncés. Au moins 36 otages ont été libérés, a annoncé l'armée malienne dans un communiqué, faisant état d'un assaillant blessé qui s'est débarrassé de son arme, un pistolet mitrailleur. Il a également laissé derrière lui des bouteilles contenant des substances explosives selon le ministère de la Sécurité. Le ratissage se poursuivait dans la soirée dans les environs pour retrouver les assaillants dont le nombre n'a pas été précisé. C'est une attaque djihadiste. Les forces spéciales maliennes sont intervenues, a déclaré le ministre malien de la Sécurité Salif Traoré. Elles ont été appuyées dans leur assaut par les militaires de l'opération française anti-djihadiste Barkhane et de la mission de l'ONU MINUSMA. Les assaillants ont crié Allah Akbar, Dieu est le plus grand. Ont témoigné plusieurs des personnes secourues. Un témoin interrogé par la télévision publique ORTM a dit avoir vu arriver un homme à moto qui a ensuite commencé à tirer sur la foule, puis 2 ou 3 personnes venues avec un autre véhicule. Rappelons que la dernière attaque djihadiste visant des Occidentaux dans la capitale malienne remonte à celle de mars 2016, contre l'hôtel nord-sud de Bamako abritant la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne. Un assaillant avait été tué.
Terminons ce journal avec cette information. Une fresque du IIe siècle représentant Jésus et les 12 apôtres a été retrouvée dans l'une des plus vieilles catacombes romaines. Ce sont les chercheurs de la Commission chrétienne pour l'archéologie sacrée qui l'ont révélé. Commentaire Jean-Jacques Denis. C'est dans un tombeau qui pourrait bien être celui d'un haut dignitaire romain responsable de l'annonce, la fourniture en pain de la cité, que la fresque de Jésus et de ses disciples a été découverte. Plusieurs scènes bibliques sont également représentées sur les murs et les catacombes. Adam et Ève, Noé et Lac, ou encore la multiplication des pains par Jésus. Toutes ont environ 1600 ans. Pour ce qui est de l'histoire du lieu de la découverte, les chercheurs ont expliqué que vers la fin du IIe siècle, Domitilla Flavia, membre de la famille impériale, fait don de ses terres aux chrétiens. Ils y construisent une galerie funéraire en pleine période de persécution par l'Empire. Ces catacombes ont été redécouvertes il y a 400 ans par Antonio Bosio, archéologue italien. Fin de cette grande édition. Merci de votre attention. On se retrouve très bientôt. Au revoir et que Dieu vous garde.